Parfois, certains serpents décident de gagner du temps et de donner naissance à des petits serpents déjà formés. Quoi, ça vous surprend pas? Je vous rappelle qu'en temps normal, les serpents pondent des œufs. C'est comme si une poule donnait naissance à un poussin au lieu de pondre un œuf. Mais combien il y en a là-dedans? Bon, commençons par le début. Quand on parle de serpents, on les imagine généralement pondant des œufs. C'est une idée répandue, bien ancrée dans la culture populaire. Tout le monde est convaincu que les petits serpents naissent dans des œufs. Pourtant, les choses sont plus compliquées que ça. La vérité est que seulement 70% des espèces de serpents pondent des œufs. Chez les autres, la progéniture se développe à l'intérieur du corps de la mère qui donne naissance à des petits serpents déjà formés. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de serpents vivipares, j'ai cru que mon cerveau allait exploser. Mais revenons-en aux serpents ordinaires. Ils pondent des œufs, entre une poignée et une centaine, à un endroit où il fait chaud et où il n'y a pas de prédateurs. Et c'est tout. Une fois qu'elle a pondu, la femelle s'éloigne, laissant derrière elle sa progéniture. Seules certaines espèces, comme les cobras, restent dans les parages pour garder les œufs au chaud et les protéger. La véritable viviparité est un phénomène extrêmement rare chez les serpents, qu'on observe surtout chez certains pythons et anacondas. Plutôt que de pondre des œufs, ces serpents portent leurs petits à l'intérieur de leur corps, les nourrissant via le placenta et le sac vitellin, de façon assez similaire aux mammifères. Les petits de ces espèces naissent sans coquille et prêts à ramper. Bien qu'ils ne soient pas issus d'œufs, le nombre de ces petits serpents peut varier de 2 à 150 selon l'espèce. Il existe cependant un autre processus qui se situe à mi-chemin entre la ponte et la naissance vivante, l'ovoviviparité. Ça consiste à pondre des œufs à l'intérieur de soi-même. Les œufs restent dans l'oviducte de la femelle jusqu'à leur éclosion, après quoi une progéniture pleinement développée en émerge. Ainsi, lorsqu'une femelle serpent a des petits, c'est que les œufs qu'elle contenait ont éclos et donné naissance à de petits serpents. Les petits serpents ont ainsi accès à tout le nécessaire, protection, chaleur et nutriments. Et puis, faire ses premiers pas à la façon d'un mammifère, c'est sacrément cool. Si les autres serpents étaient capables d'être envieux, ils le seraient à coup sûr. Mais la grande question, bien sûr, c'est de savoir pourquoi certains serpents se sont mis à donner naissance à des petits bien formés. La plupart des espèces se contentent de pondre des œufs depuis des millions d'années. Eh bien, les chercheurs ont quelques idées. Peut-être que les serpents vivipares ont évolué à partir d'ancêtres ovovivipares pour s'adapter à leur environnement. Ça aurait pu leur permettre d'assurer de meilleures chances de survie à leur progéniture. En effet, lorsque les œufs sont à l'extérieur de la femelle, ils sont plus menacés qu'à l'intérieur. La sélection naturelle a donc pu favoriser les femelles qui portaient leurs œufs plus longtemps, jusqu'au moment où certains serpents ont décidé que le mieux était encore de tout faire à l'intérieur du corps. De nombreuses espèces semblent avoir opté pour ce changement en réponse aux conditions environnementales. De nombreux serpents aquatiques sont vivipares car ils restent rarement à terre assez longtemps pour pondre et il existe peu d'endroits sûrs pour nicher. De plus, les œufs des serpents ont une coquille mince et une structure poreuse. Les petits risquent de se noyer si les œufs sont pondus trop près de l'eau. Les serpents arboricoles sont souvent vivipares, car ça leur évite de descendre au sol et de mettre leur vie en danger. Les serpents qui vivent dans des endroits froids, comme dans les montagnes ou dans les régions nordiques, manquent d'endroits confortables où nicher. Lorsque la température baisse, ils donnent souvent naissance à des petits vivants au lieu de pondre des œufs. C'est à la fois plus fiable et plus simple. Après tout, la reproduction est coûteuse en énergie, mais les animaux sont prêts à tout pour la mener à son terme. C'est même leur raison d'être. Certains serpents ont opté pour la naissance vivante car ils trouvaient plus sûr que leurs œufs soient à l'intérieur de la mer plutôt qu'exposés. Les serpents gravides, gros et venimeux, ont peu de prédateurs, au contraire de leurs œufs. Par conséquent, les serpents les plus féroces comme les crotales, les boa constrictors, les anacondas et les vipères donnent naissance à des petits vivants. Et devinez quoi? Les serpents ne sont pas les seuls à avoir essayé différentes méthodes d'accouchement. De nombreux groupes d'animaux comportent des espèces qui pondent des œufs et d'autres qui donnent naissance à une progéniture vivante. Poissons, amphibiens et même mammifères.
Oiseaux, tortues et crocodiles sont les seuls à ne jamais donner naissance à des petits formés. Ou du moins, on ne l'a encore jamais observé. Les deux méthodes ont leurs avantages. La ponte offre à la mère plus de liberté de mouvement puisqu'elle n'a pas à rester près de ses petits. De plus, avoir plusieurs partenaires et couvées garantit la diversité génétique. D'un autre côté, porter des bébés déjà formés permet de surveiller de plus près les embryons jusqu'à ce qu'ils soient prêts à sortir. Mais quelles sont les statistiques? Environ 15 à 20% des 9000 espèces connues de serpents et de lézards sont vivipares. Parfois, au sein d'une même espèce, les animaux choisissent une méthode ou l'autre en fonction de la situation. En Australie, les 5 Saiphos equalis qui vivent dans des endroits plus élevés et plus froids donnent naissance à des petits vivants, tandis que ceux vivant dans des zones plus basses et plus chaudes pondent des œufs car il est plus difficile de les réchauffer. Imaginez si on faisait ça, si on pondait des œufs dans les pays où il fait plus frais. Oh salut, je m'appelle Steve et je viens de naître. Il y a longtemps, serpents et lézards donnaient pour la plupart naissance à des petits vivants. Oui, moi aussi j'étais sceptique au début, mais les chercheurs sont des gens sérieux et il est difficile de contester leurs résultats, à moins de faire ses propres recherches bien sûr. Ainsi, une analyse de l'arbre évolutif des reptiles montre qu'il y a 175 millions d'années, les ancêtres des geckos et des pythons étaient le plus souvent vivipares. Cette découverte a surpris à la fois les chercheurs et le grand public. Cette idée est étayée par des fossiles de lézards du Crétacé, âgés de 65,5 à 145,5 millions d'années. Ces lézards contenaient des embryons, ce qui prouve que ces espèces donnaient naissance sans pondre d'œufs. Et apparemment, ils s'en sortaient très bien, avant de disparaître bien sûr. Il y a peu encore, on croyait que les serpents qui donnaient naissance à des petits vivants n'avaient acquis cette capacité que récemment. En effet, il nous semblait plus logique que ces animaux passent de la ponte à la naissance vivante plutôt que l'inverse. Les biologistes évolutionnistes n'avaient pas demandé leur avis aux animaux, mais ils étaient assez sûrs d'eux, et ils avaient de bonnes raisons. Pour pouvoir pondre, il faut évoluer afin d'apprendre à produire des coquilles d'œufs. De plus, pendant longtemps, la plupart des chercheurs pensaient que les caractères complexes tels que coquilles d'œufs, pattes ou ailes ne pouvaient pas ressurgir s'ils disparaissaient au cours du processus évolutif. Une fois qu'on a renoncé au vol ou à la ponte, c'est pour toujours. Mais de nouveaux exemples suggèrent que la nature ne fonctionne pas du tout comme ça. Il est possible que tous les serpents aient un jour donné naissance à des êtres vivants, puis que certains aient compris que pondre des œufs était plus judicieux. Le plus probable, c'est qu'ils soient passés périodiquement d'une méthode à l'autre, en réponse aux changements environnementaux, jusqu'à opter définitivement pour les œufs, à quelques exceptions près. On a beau avoir fait des dizaines de vidéos sur les animaux, on tombe toujours sur de nouvelles infos surprenantes. Mais s'il y a une chose qui est incontestable, c'est que les serpents sont pas les meilleurs parents du règne animal. Après avoir pondu des œufs ou donné naissance à des petits vivants, la mère serpent reste un peu dans les parages et ça s'arrête là. Quant à ce qui arrive à ces petits par la suite, elle s'en fiche royalement. Cependant, toute règle a ses exceptions. Récemment, grâce à des caméras infrarouges placées dans des terriers, des chercheurs ont pu observer un comportement maternel rare chez les serpents. La première chose que font les femelles de Python natalensis lorsqu'elles deviennent mères est de changer leur couleur marron marbré habituelle pour une livrée noire. Les chercheurs pensent que ça les aide à mieux attirer les rayons du soleil et à se réchauffer plus rapidement. Comme les serpents ne peuvent pas réguler leur température corporelle, ils se prélassent au soleil jusqu'à ce que leur température atteigne 40 degrés. La mère prend donc le soleil près du terrier, absorbant la chaleur. Ensuite, elle retourne dans le terrier et elle s'enroule autour de la couvée, la gardant au chaud toute la nuit. Adorable, pas vrai? Et c'est pas tout. Après la naissance des petits, la mère continue à faire la même chose. Elle les réchauffe pendant environ 2 semaines, toujours en se prélassant au soleil pour faire monter sa température. Ce n'est qu'après qu'elle finit par s'éloigner et abandonner les petits définitivement. C'est pas grand chose, mais c'est un travail honnête. Et c'est déjà beaucoup plus que la plupart des mères serpents. De plus, les chercheurs affirment qu'il s'agit du premier cas connu de serpent pondeur
prenant soin de sa progéniture. Mais pourquoi ce python se blottit contre ses petits alors qu'aucune autre mère serpent ne le fait? Ça a peut-être quelque chose à voir avec la suralimentation. Quoi? Je vous assure, c'est logique. À la naissance, les petits pythons sont encore pleins de jaunes d'œufs non digérés. Pour cette raison, ils sont lents et peu mobiles. Pour des prédateurs, ils ressemblent à des cannelloni aux œufs. Quelques jours au chaud et en sécurité aident les jeunes serpents à digérer le jaune jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment mobiles pour commencer à chasser par eux-mêmes. De tels soins ont un coût pour les serpents. Quand elle prend soin des petits, la mère ne chasse pas. Il lui arrive de perdre jusqu'à 40% de son poids. Les femelles pythons souffrent de la faim, ce qui explique pourquoi elles ne pondent des œufs qu'une fois tous les 2 à 3 ans. Cependant, ce cycle fait partie de leur méthode de survie. Les avantages l'emportent sur les inconvénients. Sinon, les serpents ne prendraient pas la peine de le faire. En ce qui concerne les serpents vivipares, les crotales se démarquent. La parentalité à long terme ne les intéresse pas, mais les mères crotales veillent sur leurs petits pendant quelques temps. Alors que les crotales diamantins de l'Est restent avec leur mère jusqu'à la première mue, qui peut survenir jusqu'à 2 semaines après la mise bas, les jeunes crotales diamantins de l'Ouest se dispersent quelques heures à quelques jours après seulement. Un élément important est que les odeurs liées à la naissance peuvent attirer les prédateurs. Les jeunes serpents sont des proies faciles pour des prédateurs, qui servent eux-mêmes de proie aux serpents adultes. Vous parlez d'une histoire. Le règne animal ne cesse de m'étonner. Pendant la grossesse, les futures mamans humaines se préparent en lisant des livres sur la parentalité, en décorant la chambre de bébé et en achetant des poussettes. Elles prennent aussi des vitamines. Mais le serpent Rhabdophis tigrinus, lui, fait quelque chose de complètement différent. Lorsque les femelles sont gravides, elles se faufilent dans les bois pour dévorer autant de crapauds venimeux que possible. C'est original et très efficace. Rhabdophis tigrinus se défend face aux prédateurs grâce à 2 glandes situées dans son cou et qui contiennent du poison. Mais écoutez ça, il ne le produit pas lui-même, il emprunte les toxines des crapauds qu'il mange. Rhabdophis tigrinus est immunisé contre ces toxines et il les réemploie via ses propres glandes. Bref, il vole les armes d'un autre animal. Les petits Rhabdophis tigrinus élevés en captivité naissent sans toxines, mais ils peuvent rapidement se constituer un stock en boulottant quelques crapauds. Leurs parents sauvages n'ont pas ce problème, car leur mère injecte des toxines dans les œufs, procurant ainsi à ces petits une protection chimique dès avant la naissance. Les femelles Rhabdophis tigrinus gravides partent donc à la chasse aux crapauds pour préparer leur progéniture. Elles mangent des toxines pour 2, voire pour 10, selon la taille de la couvée. En temps normal, les femelles se nourrissent avant tout de crapauds non toxiques. Les crapauds toxiques ne représentent que 1% de leur alimentation. Mais lorsqu'elles sont gravides, elles ne chassent plus qu'eux. Nouveau-né tueur. En implantant des appareils de suivi chez de petits serpents, des chercheurs ont révélé des détails jusque-là inconnus sur la vie des petits reptiles. Les sujets de l'étude étaient des serpents des pins qui peuvent atteindre 2 mètres de long à l'âge adulte et qui aiment la chasse aux rongeurs. Une fois les jeunes serpents équipés des dispositifs, ils ont été relâchés pour vivre leur vie de serpent. Mais il est vite devenu évident que l'insouciance de la jeunesse était déjà loin derrière eux. L'étude a montré que quelques semaines seulement après leur naissance, les petits serpents étaient capables de manger des rongeurs adultes. Imaginez un serpent qui vient de naître, il se débarrasse de sa coquille, il regarde autour de lui et il dit « Il faut que je mange quelqu'un ». Puis il rampe jusqu'au terrier le plus proche et il tue un rongeur, comme un adulte. Pourtant, ces jeunes serpents des pins étaient encore minuscules. Parfois, un signal GPS sortait du périmètre, ce qui signifiait qu'un petit serpent avait servi de repas à un autre serpent. Et oui, on peut être issu d'un serpent et finir ses jours dans un autre serpent. Il y en avait plus. Une étude récente a révélé que l'Égypte ancienne comptait davantage de serpents venimeux que l'Égypte actuelle. Les Égyptiens modernes peuvent pousser un soupir de soulagement. Sérieusement, le pays des pharaons abritait une bien plus grande variété de serpents qu'on ne le pense. Ça explique pourquoi les auteurs égyptiens étaient si préoccupés par le traitement des morsures de serpents. Ils mordaient tout le monde, à gauche et à droite. On l'a découvert grâce à un document ancien répertoriant les différents types de serpents connus à l'époque, l'effet de leurs morsures et les traitements existants.
Ce document s'appelle le Papyrus de Brooklyn car il est conservé au Brooklyn Museum. Il comporte 37 espèces de serpents, dont 13 des descriptions ont été perdues. Il y a beaucoup moins de serpents qui rampent en Égypte de nos jours. Il est même fait mention d'un serpent à 4 crocs, mais on ne sait pas exactement de quel serpent il pourrait s'agir. De nos jours, il n'existe plus de serpents de ce type en Égypte. Les vipères et les cobras égyptiens n'ont que 2 crocs sur la mâchoire supérieure. Le serpent des arbres qui vit dans la savane d'Afrique subsaharienne est le serpent à 4 crocs qui vit le plus près d'Égypte. Néanmoins, on ne le trouve pas à moins de 650 km au sud du pays. Les chercheurs en ont conclu qu'il habitait autrefois des régions qui appartenaient à l'Égypte. Quelle autre explication pourrait-il y avoir? Serpent de mer en quête d'amour. Un plongeur australien a observé un comportement étrange affiché par des mâles serpents de mer. Ces reptiles venimeux, et même sacrément venimeux, s'enroulaient autour de ses palmes. Ils léchaient l'eau autour de lui et ils le poursuivaient même parfois sous l'eau. L'homme a vite compris pourquoi. C'était la saison des amours. Les mâles le considéraient comme une partenaire potentielle. Le fait est que les mâles peuvent être très impatients à l'idée de trouver une partenaire, mais parfois ils ne parviennent pas à faire la différence entre une couleuvre et un plongeur. Peut-être qu'ils sont trop amoureux ou qu'ils ne voient pas très bien sous l'eau. L'homme a tenté de s'éloigner à la nage, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Il s'avère que les femelles serpents de mer fuient les mâles pendant l'accouplement. Ainsi, en s'éloignant, le plongeur n'en ressemblait que plus à une femelle jouant à « attrape-moi si tu peux ». À plus.